Sud Radio. Good evening, America! La vérité en face. Kamala, you're fired. Patrick Roger. C'est une chanson culte sur les États-Unis qui fait toujours vibrer quand on l'entend. Et quand on entend Donald Trump cette nuit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il fait vibrer quand même les Américains. Et c'est sans doute la raison de cette victoire assez éclatante cette nuit. Donc plus de 6 millions pour l'instant, le décompte, et ce n'est pas complètement terminé. C'est un vrai raz-de-marée, même si évidemment la victoire n'est pas aussi éclatante que par exemple Barack Obama il y a quelques années. On va voir tout ça en détail. On va tout vous dire dans la vérité en face. Qu'est-ce qui explique ce vote? On va le voir dans un instant avec nos invités ici, en étant aussi aux quatre coins des États-Unis, du côté de Washington, du côté de New York, du côté de l'Ohio et du côté aussi de San Francisco. Et puis nos invités ici en studio avec vous, Jérémy Guez, professeur d'économie d'affaires internationales à HEC Paris et spécialiste des États-Unis. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous dire aussi ce que vous pensez justement de cette victoire et ce qu'il peut advenir derrière, parce que il y a des promesses qui s'enchaînent du côté de Donald Trump. Il est dans l'euphorie, et puis peut-être aussi des risques. Ou pas pour l'Europe, pour le monde. Est-ce qu'il y en a? Bien sûr, c'est ce qu'on va voir avec vous, avec Jean-Baptiste Noé aussi, géopolitologue, docteur en histoire et rédacteur en chef de Conflit, qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis, tiens, avant de retrouver nos témoins, experts, auditeurs aux États-Unis, on peut-être réécouter avec vous, Clément Barga, un extrait quand même de ce discours de Donald Trump, là où il s'est félicité donc de cette victoire, d'ores et déjà, alors qu'on n'a pas complètement terminé le décompte, mais maintenant il y aura pas il va pas y avoir de recomptage, parce que c'est quand même trop net. Par exemple, il a dit que avec cette victoire, il voulait entre guillemets guérir le pays. Ouais, guérir le pays. Tiens, on l'écoute, Donald Trump. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. Nous allons aider à guérir notre pays qui a énormément besoin d'aide. Nous allons réparer la frontière, nous allons régler tous les problèmes. Nous avons surmonté des obstacles, personne ne pensait que c'était possible. Et regardez ce qu'il s'est passé. C'est incroyable. Et on réécoutera un autre extrait tout à l'heure, parce qu'il a été assez long sur scène, on le réécoutera avec vous, Clément. Jérémy Guez, avant d'aller filer aux États-Unis, comment vous analysez, vous, ce score qui est quand même sans conteste, Est-ce que les commentateurs se sont un petit peu... On verra d'ailleurs que certains commentateurs se sont plantés, mais d'autres voyaient déjà les choses comme ça. Non, je crois pas à quelqu'un qui se soit planté. Les commentateurs, surtout les sondeurs, nous ont dit que ça serait une course serrée. Ouais. Ça l'a été, parce que jusqu'à hier soir, on ne le savait pas. La particularité du système politique américain, c'est qu'il n'y a pas eu une élection, mais 50. Ouais. Et donc, que finalement, quand on prend État par État, eh bien là, à 9h passées heure de Paris, on est quand même en mesure d'affirmer que c'est très bien parti pour Donald Trump. Comment analyser cette victoire? Je vous dirais, il y a eu une collision en fait entre deux récits de l'Amérique pendant cette campagne. Ouais. Le premier, qui était celui des démocrates, qui a voulu faire de cette campagne un référendum sur l'état de la démocratie américaine, et qui n'a jamais vraiment réussi à imposer ce récit. Et je dirais même, les démocrates ont perdu le monopole de ce récit le 13 juillet, après cette tentative d'assassinat assez impressionnant. Donald Trump, oui, bien entendu, c'était l'immigration, mais à mes yeux, c'était surtout l'économie, l'état de l'économie. Il y a des minorités aux États-Unis qu'on croyait acquises pour l'éternité au Parti démocrate. Elles ont été frappées de plein fouet par l'inflation. Ouais. Elles se sont mises à entreprendre. Pour les minorités hispaniques, il faut aussi ne pas se mentir, elles ont été assez à l'aise avec l'idée de fermer la porte derrière elles. Ouais. Donc l'idée de la position de l'immigration de Donald Trump était assez compatible avec elle, et que là aujourd'hui, c'est bel et bien le récit de l'économie qui s'est imposé au détriment de celui de l'économie, puis peut-être l'économie, c'est ce qui a fait aussi la puissance des États-Unis, qui rayonne encore sur le monde, même si
ils ont été un petit peu ébranlés par les Chinois notamment, mais... Oui, mais j'ai même envie de vous dire, c'est même à la limite plus simpliste que ça. On le sait depuis d'un certain nombre d'années, c'était le conseiller de Bill Clinton qui avait dit « It's the economy stupid », c'est l'économie idiot, ça marche toujours. C'est à la fin, c'est l'économie, le juge de paix, c'est ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle. Oui, on va vous retrouver, Jérémy Guez, dans un instant pour votre analyse, bien sûr. On file du côté des États-Unis, où il est 3h du matin sur la côte Est, c'est-à-dire du côté de New York et de Washington. Nous sommes avec deux de nos, allez, je vais vous appeler témoins, auditeurs, experts. Denis Jacquet, entrepreneur français qui est à New York. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Et puis Olivier Chetaille aussi qui est CEO, directeur de Fiducial Jade North America. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Merci. Denis, vous nous l'aviez annoncé il y a quelques jours. Il y a une dizaine de jours sur Sud Radio. Il y en avait même certains qui s'en émouvaient en fait un petit peu trop en disant oui, vous aviez des indicateurs non officiels qui disaient que Trump allait s'imposer quoi. En fait, il y avait vraiment deux séries d'indicateurs. Alors indirectement, c'est ce que dit Jérémy, si je ne me trompe pas tout de suite, c'est-à-dire que globalement, si on regarde ce qui se passe dans les civilisations occidentales aujourd'hui, la tendance est un populisme de droite. Donc, c'est une tendance lourde dans laquelle aujourd'hui, tous ceux qu'on n'écoute plus, tous ceux dont on ne se soucie plus, ce que François Hollande appelait les sans-dents, de façon un peu condescendante, sont rappelés à peu près à tous les gouvernements aujourd'hui et ils l'emportent régulièrement dans toutes les élections en Europe. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi les États-Unis échapperaient complètement à cette vague, parce qu'elle est extrêmement forte et que l'Amérique, c'est comme le reste, c'est des villes côtières relativement riches, relativement aisées, ont une vision intellectuelle du monde et qui est tout à fait acceptable. J'espère en faire partie, avoir un cerveau et m'en servir. Mais en même temps, c'est pas la réalité de ce qui se passe. Et encore plus que le reste, il y a un décalage entre la réalité et la perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, mais les États-Unis, ça file à une vitesse de Ferrari. La croissance est incroyable, ça continue à créer de l'emploi. Le pouvoir d'achat a été au-delà de l'inflation. Et on se dit, mais c'est pas possible. Même quelqu'un de pauvre doit pouvoir réaliser qu'il est dans une Ferrari, qu'il fait partie de cette course de Ferrari et que du coup, il est un champion. Ben non, parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle de moyenne. Mais le centre des États-Unis, tous les États qui ont perdu des emplois qui repoussent pas, de la même façon qu'ils repoussent pas, je sais pas, en Basse-Normandie où je suis né aujourd'hui, disent aujourd'hui non, mais nous on a oublié, on n'est pas dans vos statistiques, on n'est pas dans cette croissance. Et aujourd'hui, l'immigration nous pique nos emplois, il tue notre culture. De l'autre côté, on s'aperçoit effectivement que finalement, on peut pas acheter de fruits, on peut pas acheter de légumes, personne nous protège de l'inflation. L'essence est devenue trop chère et encore plus chère dans les États démocrates. Aujourd'hui, on paye encore à plus de 4,50 $ l'essence en Californie et un petit peu moins à New York. Elle est $1,50 de moins en Floride et au Texas dans les États républicains. Donc voilà, je pense que c'est le triomphe pour le meilleur ou pour le pire, de cette capacité à ignorer la réalité du terrain. Enfin, on s'en aperçoit avec Macron, les établissements démocrates, c'est à peu près le même. C'est des gens aveugles, arrogants, qui ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans le pays. Et les gens se sont rappelés à eux une fois de plus. Oui, c'est ça. Olivier Chetaille, vous êtes à Washington. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous aussi? Que dit-on autour de vous? Hier, Olivier, je dis tout sur Sud Radio, c'est Parlons Vrai, on disiez, à Washington, on entend quand même aussi des hélicoptères parce qu'on craint. C'était dans le cas où évidemment ce serait très serré et on avait essayé évidemment d'imposer des mesures de sécurité extrêmement fortes du côté de Washington. Finalement, il y a plus tout ça cette nuit. Là, il est 3h du matin chez vous. Oui, tout à fait. Là, il est 3h du matin. C'est vrai qu'hier, on sentait une tension. Bon, il y a d'ailleurs un homme qui avait tenté de s'introduire dans le Capitole avec je crois une arme pas tellement létale comme on dit ici, mais en tout cas, il y avait eu une tentative d'intrusion. Ça avait fait un petit peu les gros titres. C'est vrai qu'au tout début du comptage, on avait encore un peu de suspense. Là, effectivement, la victoire ne semble souffrir d'aucun doute. Donc c'est vrai que moi je rejoins Denis. Il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique
effectivement du centre. Et puis moi j'étais encore il y a quelques jours en Virginie, et c'est vrai que la Virginie, on voyait bien dans les villes que la tendance était plutôt démocrate, et puis dans les campagnes on voyait fleurir partout des drapeaux Trump. Donc il y a une vraie Amérique à deux vitesses. C'est vrai que moi j'avais parlé dans une de mes chroniques de l'économie. Oui. On a plutôt une économie résiliente ici aux États-Unis, mais c'est vrai que dans le pragmatisme américain qu'on constate un petit peu tous les jours dans notre quotidien, visiblement cette bonne santé-là n'était pas suffisante. L'inflation avait encore laissé effectivement des traces importantes. Et puis il y a un journaliste hier qui disait qu'il y avait les jeunes électeurs de Trump, en fait, que Trump séduisait aussi une population jeune, parce qu'il voulait revivre un petit peu l'American Dream. Et c'est vrai que on voyait bien que les entrepreneurs étaient moins considérés, et que ils espèrent avec Trump relancer, que l'économie sera relancée. Et c'est vraiment une analyse, on va dire un pragmatisme économique, qui l'a emporté, quoi. Ouais, et ils ont préféré sur l'économie l'original à la copie, si je puis dire. C'est-à-dire Donald Trump annonçait clairement en fait la couleur tout pour l'économie, en partie bien sûr. Et Kamala Harris, elle se cherchait en quelque sorte aussi. Elle ne rassurait peut-être pas complètement, même si l'économie américaine ne se porte pas si mal que cela, quoi. Olivier Chotaille, pour poursuivre, et ensuite Denis. Oui, l'inflation en 2024 est relativement maîtrisée. On est de l'ordre de moins de 3. Alors après, comme l'a dit Denis, il y a des disparités d'un État à l'autre. On est le bilan économique et les indicateurs sont plutôt favorables. Mais comme vous dites, Patrick, ça n'est pas suffisant, et peut-être que le départ dans la course pour Kamala Harris s'est fait un petit peu tard, hein, aussi, tout simplement, quand on avait un Trump qui lui préparait déjà depuis de nombreuses années son retour, et qui a su maintenir une longueur d'avance, même si effectivement les sondages entretenaient un espèce de suspense. Preuve en est qu'une fois encore, les choses ne sont pas passées comme les sondages le prévoyaient. C'était beaucoup moins serré qu'attendu, même si au début de la soirée électorale, qu'on a regardé avec attention, il y avait quand même le fait que ça s'annonçait serré. Et puis très vite, la Pennsylvanie, partie de ces États, a vraiment fait basculer l'élection. Et là, c'est vrai que c'était un des États, et ça on le disait depuis le début, qui était crucial. Et ça se confirme. Oui. Allez, on va poursuivre avec vous, bien sûr, en direct des États-Unis dans un instant, puis nos invités aussi en studio ici, Jean-Baptiste Noé, Jérémy Guez, et puis on ira aussi de l'autre côté, parce que avec vous, il est 3h du matin, je sais que vous veillez un peu tard, merci, Denis Jacquet, Olivier Chotaille. De l'autre côté, il est minuit, 1h, on veille aussi, et on va retrouver deux autres auditeurs experts témoins de Sud Radio, l'un qui sera dans l'Ohio, et puis l'autre du côté de San Francisco. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, la vérité en face. Sud Radio. We are not going back. La vérité en face. Kamala broke it, but I will fix it. Patrick Roger. Et c'est une Amérique toute rouge quand on regarde la carte, c'est-à-dire aux couleurs des Républicains ce matin. Alors pas tous les États, bien sûr, il y en a encore quelques-uns qui sont démocrates, mais tout de même, c'est un véritable raz-de-marée avec Donald Trump qui a pris la parole. On va retourner aux États-Unis dans un instant. Nous avons aussi nos invités Jean-Baptiste Noé, Jérémy Guez ici en studio, la vérité en face jusqu'à 10h. On va réécouter aussi Donald Trump, Clément Barguin, qui tout à l'heure a pris la parole et est resté sur scène, évidemment. C'était un peu jouissif pour lui. Et il a décliné tout ce qu'il allait faire, et notamment, il a dit aux Américains: je vais me battre pour vous. Ouais. Écoutez. I will fight for you, for your family. Je vais me battre pour vous, pour vos familles, pour votre futur. Tous les jours, je me battrai pour vous.
Avec chaque muscle de mon corps, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour garantir la sécurité des États-Unis, pour vous apporter l'avenir que vous méritez. Ça va être l'âge d'or des États-Unis. Voilà ce qui va se passer. C'est une formidable victoire qui va nous permettre de redonner sa grandeur à l'Amérique. Make America great again. Make America Great Again. Denis Jacquet, entrepreneur français basé à New York, et Olivier Chetaille aussi, directeur de Fiducial J de North America et qui est à Washington. Ce qui ressort aussi de cette campagne, alors on a là glosé un petit peu sur l'économie, bien sûr, et tous ces indicateurs, mais c'est quand même aussi l'énergie à 78 ans que dégage notre bonhomme Donald Trump, quand même, quoi, non? Denis Jacquet. Oui, il y a une affaire de contraste là-dedans. Ouais. C'est vrai que quand on regarde Biden et quand on regarde Donald Trump, on a la sensation qu'il y a au moins 10 ans d'écart, même si on sent aussi une forme de fatigue. Enfin, je veux dire, à 78 ans, à naviguer sur tous les États-Unis, quasiment 24 sur 24 pendant des mois. Je veux dire, très honnêtement, je suis pas certain d'en être aussi capable. Et pourtant, je me sens plutôt bien en forme, assez sportif. Lui mange des hamburgers. Ouais. Donc, on a vraiment un type qui a une énergie inépuisable et surtout une croyance éternelle dans son destin. Et tout à l'heure, pour revenir à ce qu'on disait, en fait, c'est le roi de la perception. C'est-à-dire que finalement tout le monde voit en lui un entrepreneur incroyable qui comprend tout à l'économie, alors qu'en fait il reste aujourd'hui le milliardaire le plus criblé de dettes. C'est-à-dire sa richesse nette aujourd'hui est certainement négative. Et puis de l'autre côté, je pense que ces attaques répétées tendant à le déconsidérer sur ses personnalités, sur sa bêtise, sur sa lourdesse, etc. Je pense que les gens se sont mobilisés en disant finalement quand le camp démocrate l'attaque de cette façon, même si lui s'est pas privé non plus et loin s'en faut, finalement c'est nous qu'il continue à tabasser et à ignorer. Donc à nouveau, je pense qu'il y a pas très. Et la dernière chose sur la perception, parce que j'avais justement écrit un papier là-dessus en disant que ce sera la victoire de la perception sur la réalité, c'est qu'en fait il a bâti un personnage et que les gens y ont cru et y croient jusqu'au bout. Ouais. Et c'est vrai que moi je le disais, je l'ai répété à plusieurs fois, je veux dire, Donald Trump me fait par certains côtés un petit peu peur, mais Kamala Harris ne me fait pas du tout envie. Ouais, et donc du coup c'est pas une grande candidate, c'est pas. Elle n'est pas charismatique. Ouais, voilà. Donc elle a eu peu de temps. Bon, il faut quand même lui. Oui, mais enfin peu de temps, mais parfois ça peut être une victoire éclair, quoi. Au contraire, parce que dans le temps, on peut s'épuiser. Là, en l'espace de 2-3 mois, vous pouvez remporter cette campagne. Jérémy Guez et Jean-Baptiste Noé, est-ce que la personnalité justement de Trump aussi, elle fait la différence quand même, quoi, non? Jérémy Guez, et puis ensuite Jean-Baptiste Noé. Disons les choses ainsi. Pour Donald Trump, il faut toujours se souvenir d'une chose, c'est qu'en plus de cette réputation d'homme d'affaires que Denis vient de rappeler, c'est aussi l'ancien propriétaire de Miss America, le concours de beauté. C'est aussi l'animateur de télé-réalité The Apprentice, et c'est aussi le producteur de la même émission. Et en fait, ces qualités-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été capable de parler à toute une partie de l'Amérique qui avait complètement abandonné l'idée d'aller voter et qui était devenue complètement anti-système. Et ça, cette capacité à mobiliser cette partie de l'Amérique-là, elle a joué un rôle absolument clé dans le passage que vous avez montré ou nous fait écouter tout à l'heure. Fight, 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 c'était d'ailleurs les mots qu'il avait utilisés après sa tentative d'assassinat. C'est cette idée de dire son image de marque Trump, c'est quoi? C'est le dernier rempart entre le système et le peuple. Et donc, quand on m'attaque moi, Trump, on attaque le peuple. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi, même si on a annoncé sa mort politique à tellement de reprises, qu'il a réussi à se relever de manière systématique. Et encore une fois là. Jean-Baptiste Noé, qu'est-ce qui est le plus remarquable entre guillemets dans cette victoire selon vous? Le plus remarquable, c'est qu'en 2016, il avait gagné des grands électeurs, mais il était minoritaire en voix. Là, apparemment, il sera majoritaire en voix. En tout cas, il est en tête en voix. Et donc, c'est une victoire totale. Et il n'y aura pas de contestation possible. Y compris dans certaines communautés, même s'il ne s'impose pas dans toutes les communautés, mais il fait des scores chez les Afro-Américains, chez les Latinos, tout à fait, oui.
Donc il a aussi capté une partie de l'électorat qui traditionnellement votait démocrate. Effectivement, il a réussi à faire revenir vers l'élection, donc vers un système politique normé, des personnes qui autrefois ne votaient plus. Et ça, c'est aussi une prouesse. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est lié, ce que vous disiez, hein, Jérémy Guez, à sa personnalité, quoi, comme ça, où il sait toucher en fait tous les publics, quoi. Oui, et puis, il a bien effectivement senti la salle, senti le public américain, quoi, en quelque sorte. Parce que quand on regardait la carte électorale au début des années 2010 et on voyait l'élection de Barack Obama, on se disait ça allait être extrêmement compliqué pour les républicains de gagner la Maison Blanche parce que ces minorités-là sont acquises aux démocrates. C'est parce qu'on était à des années-lumière d'imaginer le phénomène Donald Trump, de cet homme capable de faire croire que c'est un homme qui a réussi dans les affaires, de faire croire que c'est un homme qui sait ce dont il parle en économie. Tout ça, il a réussi à imposer cette lecture des choses et son image de marque. Et c'est la lecture aussi du populisme qui s'impose dans beaucoup de pays en fait dans le monde, Jean-Baptiste Noé, ou pas? Oui, alors même pour faire très simple, c'est ça, parce qu'il faut schématiser, sans prendre parti. Non, mais chaque pays est différent et l'histoire américaine est différente. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que aujourd'hui, il y a eu des élections au Sénat et à la Chambre des représentants et qui sera majoritaire. Ils ont la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc c'est une victoire de Donald Trump, mais aussi de tout le courant trumpiste. On pourrait dire tous les candidats trumpistes. Donc il y a aussi la préparation de l'avenir et de ce qu'il y aura dans 4 ans. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, maintenant que Donald Trump est élu, c'est est-ce qu'il se représentera dans 4 ans? Il aura 82 ans. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera capable de reprendre la suite? Oui, bien sûr. Jean-Baptiste Noé, merci pour ces explications. On va revenir tout à l'heure sur l'ensemble des conséquences géopolitiques possibles. Mais ce que je voudrais voir aussi avec vous, Olivier Schetaille, c'est, même s'il ne faut pas aller trop vite, et Denis Jacquet, sur des conséquences en fait économiques, quoi. Et notamment des Européens et des Français. C'est trop tôt pour en parler ou pas, Olivier Schetaille? Vous qui êtes spécialisé, parce que vous intervenez justement sur les relations, entre guillemets, franco-américaines économiques, quoi, hein, avec des investisseurs français. Tout à fait. Donc il peut y avoir une première conséquence qui sera assez directe. C'est pour certains visas de travail, l'administration Trump avait réduit la durée de certains visas. Par exemple, le visa entrepreneur, le visa E2 était passé de 4 à 2 ans. Sous Biden, il est revenu à 4 ans. Et donc, très concrètement, il y a des grandes chances pour que ça revienne à 2 ans. Alors, 2 ans, c'est court, hein, quand on veut venir aux États-Unis et investir et mettre tout son cœur dans son projet entrepreneurial ici, ou même si l'économie est performante et que c'est le pays où tout est possible, 2 ans, c'est court. On verra si l'administration reviendra sur ça. En termes dans la campagne, il a beaucoup parlé aussi des droits de douane, qu'il allait augmenter fortement et taxer les produits extérieurs. Donc on verra là aussi, c'est un peu le doute. On verra si la bouteille de vin français augmentera de 60%. Cognac. Le cognac. Le cognac et puis tous ces produits. Mais c'est vrai que on sera un petit peu dans l'attente au niveau de nos clients. Oui. Pour savoir un petit peu concrètement qu'est-ce que ça va donner. On a un programme économique très 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 libéral. Il y a beaucoup de déréglementation à venir. Il y a beaucoup une fiscalité qui va être aussi beaucoup plus en faveur des entreprises. Donc ça peut aussi donner un boost à l'économie. Donc il y a deux facettes. Il y a peut-être une facette un peu protectionniste et puis une facette un peu très très libérale. Donc tout va s'accélérer. Oui. Pour conclure avec vous aussi, Denis Jacquet, entrepreneur justement, comment sentez-vous les choses, vous? Moi, il faut pas oublier qu'on est aux États-Unis et pas en Europe. Donc, aux États-Unis, le business est roi et le business continue son chemin, quel que soit le gouvernement et le président. Alors évidemment, il peut l'impacter, il peut l'écorner, il peut le doper sur certains secteurs, mais c'est pas comme en France. Je veux dire, quand quelqu'un a tort, tout le pays a tort. On voit bien Macron, depuis 7 ans, il a tort à peu près tous les jours. Le pays finit toujours par avoir tort parce que le politique central, ça fonctionne plus. Bon, là on est dans un État fédéral. D'abord, les gouverneurs font à peu près ce qu'ils veulent. Il y a un équilibre démocratique qui me semble beaucoup plus sain aujourd'hui, c'est-à-dire que
On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid. Il y avait un président qui décidait quelque chose, les gouverneurs pouvaient faire l'inverse. Et d'ailleurs, il y a une énorme mémorisation des gens là-dessus. Ils ont dit le Covid, ça nous a tué nos jobs, surtout ça a accru les écarts de pauvreté et ils en veulent beaucoup aux démocrates qui ont fermé San Francisco, New York, etc. Alors que pendant ce temps-là, la Floride, le Texas restaient ouverts et aujourd'hui sont des États qui fonctionnent incroyablement bien. Donc le fait que ça soit centralisé dans nos économies, on dit mais waouh, le président va tout faire. En fait, le président est relativement impuissant aux États-Unis. Il peut, et Biden a pas été si mauvais dans le sens où l'Inflation Act a fait revenir en subventionnant l'énergie, un nombre d'industries incroyables qui se sont relocalisées aux États-Unis parce que le prix de l'électricité notamment est beaucoup moins cher, alors qu'en France aujourd'hui les PME en meurent les unes après les autres, 63 000 dans les 12 derniers mois. Donc, faut pas oublier que les États-Unis, c'est un pays qui fonctionne avec ou sans le président, ce qui fait que son impact sur l'économie, c'est un booster de plus ou un petit frein de plus, mais grosso modo, c'est un train qui continue à avancer, donc c'est une économie très très différente de la nôtre. Absolument. Merci beaucoup Denis Jacquet, entrepreneur français donc basé à New York, et Olivier Chataille, donc CEO de Fiducial Jade du côté de l'Amérique du Nord. On va poursuivre dans un instant avec nos invités ici en studio. On fera aussi un petit tour, on prendra toujours un petit peu l'ambiance, l'atmosphère du côté des États-Unis, à l'intérieur du pays, dans l'Ohio, et puis de l'autre côté, à San Francisco. Tiens, au pied de l'immeuble d'Elon Musk. Sauf qu'il a déménagé, Elon Musk. Il a quitté le cœur de San Francisco. Je vais tout vous raconter, on va tout vous raconter dans un instant. Sud Radio. La vérité en face. Kamala, you're fired. Patrick Roger. Il y a une certaine Amérique qui lance cette nuit. Pas toutes, évidemment, parce qu'il y a un clivage, il y a un fossé. Alors après, on entendait ce matin, tout à l'heure, un représentant des Républicains, et puis avec un démocrate qui disait, bah non, mais maintenant, nous sommes Américains, nous devons avancer ensemble. Je suis pas si sûr que ça va se passer aussi bien que ça, Jérémy Guez. Non, mais clairement non, parce qu'effectivement, les États-Unis, c'est ces deux pays qui autrefois se côtoyaient, se parlaient, ne s'aimaient pas beaucoup. Là, maintenant, ils ne se parlent plus et ils se détestent. Entre Républicains et démocrates. Oui. Malgré une victoire aussi nette des Républicains, ça veut dire qu'il y a des démocrates qui ont voté aussi Trump, quoi, non? C'est-à-dire que la victoire nette, je comprends ce que vous voulez dire au sens où on est à peu près sûr du résultat là, à ce stade, contrairement à 2020. Mais si vous voulez, le pays est quand même profondément divisé selon des critères extrêmement nets, hommes-femmes, diplôme universitaire ou pas. Et ces deux Amériques-là ne se parlent plus et ne se comprennent même plus. Elles ne se comprennent plus. On va aller en Amérique justement pour voir avec nos auditeurs experts témoins avant d'analyser cela aussi avec vous, Jérémy Guez et Jean-Baptiste Noé, notamment avec Antoine qui est du côté de San Francisco. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez entendu Jérémy Guez à l'instant, un spécialiste des États-Unis ici, qui nous disait il y a deux Amériques et ils ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Est-ce que vous avez vous aussi cette vision en fait justement? Alors vous êtes en Californie, disons un État qui se porte encore bien, quoi. Oui, je pense qu'il y a, c'est pas seulement deux États-Unis, mais c'est en réalité c'est trois États-Unis. Il faut toujours se rappeler que la participation électorale aux États-Unis n'est pas aussi haute qu'en Europe et qu'il y a quand même un tiers des États-Unis qui ne suit pas la politique tous les jours, qui ne se sentent pas démocrates, pas républicains. Et je pense que c'est ce tiers américain qui a quand même pesé énormément à la coalition de Trump cette fois et à la victoire de Trump. On le voit avec des personnages comme Elon Musk, comme Robert Kennedy Jr., comme l'ancienne démocrate Tulsi Gabbard. Il y a quand même une partie des Américains qui ne se sentent plus du tout représentés par les démocrates, par la gauche traditionnelle. Et Trump leur a offert un message d'espoir. Et je pense que c'est vraiment ça, surtout dans les swing states, comme on dit ici, qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Oui, c'est ça. Et donc, cette vision, effectivement, d'une certaine gauche aussi de l'Amérique, illustrée à côté de chez vous, là où vous êtes, en Californie, par exemple, à San Francisco. C'est vrai qu'il y a eu une politique des élus démocrates assez laxiste, par exemple, avec les drogués venus s'installer sur les trottoirs du centre-ville,
en bas de l'immeuble de Elon Musk. Hein. Il y avait des toiles de tente, il y avait des junkies, il y avait des marchés de revente en fait des objets volés. D'ailleurs, Musk a déménagé de Market Street. C'est aussi ça qu'on a reproché, qu'on reproche peut-être aux démocrates à travers ce vote, Antoine? Absolument. Et il faut savoir que même les électeurs qui sont restés avec le Parti démocrate ne veulent plus de cette politique-là. En Californie, par exemple, on a des élections, des questions qui peuvent aller directement aux électeurs. Donc, on voit qu'il y a une proposition qui s'appelle la proposition 36 dans notre État, qui a passé, qui va remettre des sanctions plus fortes justement pour les junkies qui sont chopés plus de 2 fois, pour les multirécidivistes qui volent dans les magasins. Donc même dans des territoires vraiment du Parti démocrate, il y a un ras-le-bol avec la politique qui est menée. Ouais, absolument. C'est une volonté de fermeté, un peu comme d'ailleurs en Europe, on le dit et ça revient dans les discours, quoi. Fermeté vis-à-vis en fait de drogués, de trafiquants, et puis aussi de l'immigration, d'une immigration non contrôlée, hein, y compris d'ailleurs en Californie, Antoine, non? Absolument, mais en réalité, cette élection, ça a été... C'est une question de messaging. La campagne de Kamala n'a pas offert un message concret, un message d'espoir. La campagne de Trump, c'était justement que les États-Unis allaient redevenir ce qu'il a été dans le passé, que nous allons y arriver, on va tous le faire ensemble. Et c'est vraiment ça, je crois, qui a motivé l'électeur de base, de penser qu'il y avait un programme, il y avait quelque chose qu'on peut atteindre ensemble. Ouais, c'est ça. Ce que je disais, hein, c'est en écho à ce que nous vivons dans beaucoup d'autres pays du monde, Jean-Baptiste Noé. Vous qui êtes spécialiste en géopolitique, justement. Oui, il y a ce décrochage et puis il y a aussi cette fracture avec une partie de la population, on le voit aussi en Europe, hein, qui ne se reconnaît pas forcément dans les dirigeants. Nous, on a eu les gilets jaunes en France et c'est un vrai souci. C'est-à-dire que on a aussi une attractivité aujourd'hui qui se fait pour les régimes plus autoritaires comme la Russie ou la Chine. Et donc le défi des pays démocratiques, que ce soit les États-Unis ou les pays européens, c'est de redevenir attirant, notamment pour d'autres pays comme en Afrique ou en Amérique latine. Et donc c'est comment on crée un discours politique, une représentation politique qui soit attirant à la fois pour les populations qui vivent dans les pays concernés, mais aussi pour les populations étrangères. Et ça, les Occidentaux ont du mal à être attirants aujourd'hui parce que la Chine fonctionne bien, parce que la Russie a son discours. Et donc il faut redevenir, il faut reprendre ce mouvement d'attirance. Oui, c'est être effectivement attractif. Tiens, on file dans l'Ohio à Columbus avec Maxime Perry qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Il est quelle heure chez vous dans l'Ohio, Maxime? C'est presque 4 heures de le matin. Merci d'avoir patienté pour être avec nous quelques minutes. Qu'est-ce qui dans votre chez vous dans l'Ohio, c'est Trump qui l'a emporté également ou pas? Ouais, également. Je suis vraiment déçu. Oui. Et je ne me sens pas bien du tout parce que j'étais au téléphone avec ma copine et elle vient juste me dire qu'elle n'a pas le sentiment que ce pays se soucie si elle meurt et qu'elle ne sent pas en sécurité. Ah oui. Et elle veut quitter les États-Unis parce que parce qu'elle ne se sent pas en sécurité ici du tout. Et c'est vraiment effrayant pour moi. Et je suis quelqu'un qui est blanche et mâle et beaucoup de choses comme ça n'affectent pas moi, mais affectent beaucoup de personnes que je connais. Et c'est parce que de ça que je suis très effrayé de ces problèmes maintenant. Parce que donc vous craignez qu'il y ait une forme de guerre civile, c'est ça, de mouvement de violence, Maxime? Un peu, ce n'est pas vraiment ça. Je ne veux pas dire ça. C'est très effrayant. C'est juste que elle n'a pas l'opportunité d'avoir
Et je suis désolé, le français, c'est mon deuxième langue. Attendez, bien sûr. Bien sûr. Non, mais déjà, c'est formidable parce que vous restez avec nous. Il est 4h du matin et puis en plus, vous faites un commentaire à chaud. Ouais, et on voit que vous êtes touché, affecté par ce vote. Et que contrairement à d'autres qui sont enthousiastes pour Trump, vous avez peur. Antoine, vous comprenez ce que vient de dire Maxime, qui est dans l'Ohio, lui, à Columbus? Oui, je peux le comprendre. C'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de mes concitoyens américains, malheureusement. Je dois dire que pour moi, c'est un peu différent. Beaucoup de jeunes, et spécialement dans les États comme la Californie, qui sont des États contrôlés par les démocrates, on a vu la dégradation de notre État, la dégradation de la sécurité, des opportunités économiques pour nous. Donald Trump était président il y a 4 ans. Ça n'a pas été la fin du monde, donc pour beaucoup de gens, et spécialement les jeunes électeurs qui se sont rangés du côté républicain plutôt que démocrate, pour nous, la vie est déjà mal. Et c'est justement avec Trump qu'on voit l'opportunité de pouvoir s'en sortir. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que nous espérons que tout se passera dans les meilleures conditions, et on espère que Donald Trump tiendra la main et aura un discours d'ouverture pour rassurer les Américains qui n'ont peut-être pas été convaincus par son discours. Oui, absolument. Merci en tout cas de vos témoignages, Jérémy Guez. C'est intéressant d'entendre à la fois Maxime qui a peur et Antoine qui est plus optimiste, qui dit mais maintenant il faut que Trump réunisse un peu tout le monde, quoi, Jérémy Guez. On a les deux Amériques qui viennent de parler. Votre invité de San Francisco qui met l'accent sur l'économie, qui a été probablement, je le pense, vraiment le moteur de cet élan de Donald Trump, et le deuxième, Maxime, qui nous parle finalement de l'état de la démocratie et de questions assez critiques, je dirais, de sa propre sécurité, ou plus exactement de la sécurité de son ami. Vous savez, la guerre civile, c'est un grand mot. Mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle de l'histoire qu'elle a eu lieu aux États-Unis. Je serais tenté de vous dire, il y a eu une partie de guerre civile qui a recommencé le 6 janvier 2021. Et ça, aujourd'hui, dans la tête d'un certain nombre d'Américains, dont moi, ça pèse, parce que ça, c'est très difficile de l'oublier. Ils sont un certain nombre à vous dire, oui, mais si l'économie suit, finalement, les États-Unis vont très très bien se porter. Et si Donald Trump arrive à unifier le pays, tout va très bien se passer. Pour moi, ce sont deux grands, énormes si. Allez, la vérité en face, on se dit les choses jusqu'à 10h. Et dans un instant, on se retrouve avec vous, Jean-Baptiste Noé, et puis vous, Jérémy Guez. Et merci en tout cas à Antoine et Maxime Perry qui ont veillé tard. Même si du côté de San Francisco, il est quelle heure? Il est 2h, Antoine, non? Non, il est minuit 48. Minuit 48. Bonne nuit à vous et merci d'avoir été avec nous et on vous rappellera évidemment. Sud Radio. We are not going back. La vérité en face. We will make America great again. Patrick Roger. Donald Trump l'a répété, tout pour l'Amérique. C'est l'Amérique d'abord. C'est clairement ce qu'il a fait emporter sur Kamala Harris, qui n'a pas donné de programme clair, peut-être en fait. Elle n'a peut-être pas eu le temps, mais il y avait une valse hésitation dans son discours. Nous sommes avec vous, Jérémy Guez, et vous êtes franco-américain, spécialiste des États-Unis, Jean-Baptiste Noé. Tiens, à propos de Trump d'ailleurs, la seule interview qu'il a accordée en longueur à un média, c'était à Sud Radio il y a quelques années. C'était avant 2016. André Berkoff. On réécoutera un extrait ce midi chez André Berkoff. Entre midi et 14h, je vous conseille de rester. Les propos n'ont pas vraiment changé. Maintenant, c'est des conséquences chez nous. Que ce vote, parce qu'on a vu l'Amérique est un peu divisée, ça va être difficile de se réconcilier. Jean-Baptiste Noé, on pense donc à évidemment l'économie, la France, bien sûr, mais il y a aussi l'Ukraine, cette guerre en Ukraine, quoi, qui nous ici évidemment nous pose beaucoup de problèmes, un peu moins du côté des Américains. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Oui, Donald Trump avait promis de régler la guerre en 2 jours quasiment, donc il faudra peut-être un peu plus de temps, mais on voit bien qu'il y a une inflexion depuis plusieurs semaines côté ukrainien, notamment le président Zelensky, où on commence à aller vers des
des négociations et vers l'acceptation d'une partition avec les territoires contrôlés par l'armée russe qui resteraient russes. Il est vrai que ça va changer beaucoup de choses. D'abord, l'Ukraine a besoin des financements et des armes américaines. Là, le Congrès, maintenant étant républicain, il y aura plus de vote en faveur de l'Ukraine. Donc, ça veut dire que le robinet va être coupé. À partir de là, ça sera impossible de faire la guerre. Et donc, on va avoir des négociations, soit d'ici la fin de l'année, soit au mois de janvier, lorsque Trump sera officiellement président. En tout cas, le conflit va s'arrêter. Oui, Jérémy Guez. Je pense que Jean-Baptiste a raison. Je nuancerai juste un point, c'est que je pense que l'aide américaine va continuer à l'Ukraine, mais va continuer sur des termes très différents. Ouais. C'est-à-dire que la manière dont on définit la victoire, je pense à Washington, est bien différente de celle de Kiev. Effectivement, une partition, je crois que ça va s'imposer de soi. Et simplement, juste un épisode qui m'a beaucoup marqué en 2024, c'est quand Mike Johnson, le patron des Républicains à la Chambre des représentants, qui traîne les pieds sur le dossier ukrainien, assez radicalement et assez rapidement change d'avis. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là où il a parlé aux renseignements américains qui ont pu lui dire que si l'Ukraine tombait, toutes les implications, toutes les conséquences que ça pouvait avoir pour la sécurité des Américains. Donc je pense que les Américains ne sont pas complètement aveugles à ce qui se joue en Ukraine, mais que finalement ils peuvent vivre autrement mieux avec une partition et avec une fin du conflit, plutôt que de continuer à verser à fond perdu, diraient-ils eux, en Ukraine. Oui. Et par rapport à la France et l'Europe, mais peut-être à la France, parce qu'on sait qu'il y a eu un rapport ambigu. Trump-Macron, Jérémy Guez. Oui, mais je pense que Donald Trump a une petite fascination pour notre président. Ah bon ? Oui, parce que dans son esprit, se faire élire président aussi jeune, c'est peut-être une marque de réussite dans la tête du président américain. Je pense aussi qu'il a été impressionné de manière authentique par le défilé du 14 juillet. Je crois que ça l'a marqué. Quand il était venu en 2017, en 2017, exactement. Et puis il a parlé de la France aussi de manière assez anecdotique en parlant de ce pays où, à 20h, on savait qui avait gagné les élections. Et ça, c'était très frappant parce qu'aux États-Unis, on a cette image de cette puissance économique, et c'est vrai, mais il y a quand même un certain nombre de défauts en termes d'infrastructure, et notamment dans le système électoral, qui font rêver un certain nombre d'Américains. Est-ce qu'il a une revanche à prendre, vous, sur Emmanuel Macron, en quelque sorte, Jean-Baptiste Noé? Parce que là, vous dites non, mais... Qu'il y a une revanche, mais en tout cas, les États-Unis restent la première puissance mondiale, donc les Européens et la France ont tout intérêt à ce que les premiers aillent bien pour les exportations, pour l'économie européenne de manière générale. Les grandes crises économiques... mais c'est l'Amérique d'abord. Oui, mais beaucoup d'entreprises françaises font du commerce avec les États-Unis et échangent avec les États-Unis, donc elles seront tirées vers le haut par ce biais-là aussi. Oui, vous pensez? Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup d'économistes et d'entreprises qui disent oh là là, il y a un gros risque si c'est Trump, pour nous, on va souffrir. Alors, il y aura peut-être des tarifs douaniers qui seront mis ici ou là, mais de manière générale, on a plus intérêt à une économie américaine prospère qu'à une économie en crise. On l'a d'ailleurs vu lors de la crise des subprimes, c'est arrivé quelques temps après en Europe. Oui. Merci à tous les deux, Jean-Baptiste Noé, Jérémy Guez. Jean-Baptiste Noé avec votre livre, Que vivent les humanités, qui va sortir. On va vous réinviter plus en longueur pour en parler. Et vous, Jérémy Guez, donc spécialiste des États-Unis. Merci à Jamel, à la réalisation, évidemment, avec toutes ces liaisons aux États-Unis qui ont parfaitement fonctionné. On avait l'impression de se retrouver dans l'Ohio, d'être du côté de San Francisco, d'être à Washington, d'être à New York. Et ça continue, évidemment, sur Sud Radio dans un instant avec Gilles Gansman, Benjamin Glaise et puis André Berkoff ce midi qui est sur le pont aussi, qui vous fera donc réécouter un extrait de sa longue interview avec Donald Trump il y a quelques années. Allez, passez une bonne journée.